Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, votre émission de décryptage de l'actualité africaine. Au sommaire, un conflit armé fait rage dans l'état du Tigré, au nord de l'Éthiopie, depuis début novembre. Il oppose le gouvernement fédéral éthiopien et le gouvernement régional du Tigré et pousse des dizaines de milliers d'Éthiopiens à fuir au Soudan. En effet, depuis le début des combats dans la région du Tigré, le 4 novembre, plus de 43 000 réfugiés éthiopiens sont entrés au Soudan voisin. La disposition du code électoral relatif au parrainage des candidats à l'élection présidentielle au Bénin continue d'être contestée. 5 différentes plaintes ont récemment été déposées devant la Cour constitutionnelle contre cette disposition qui limite de facto le nombre de candidats à l'élection présidentielle prévue le 11 avril 2021. Et puis, une industrie automobile davantage réglementée au Zimbabwe. Le gouvernement interdit l'importation de véhicules d'occasion de plus de 10 ans. Une démarche destinée non seulement à tonifier le secteur, mais aussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Mahamad Assilek Alata, directeur de publication du site internet Le Tchad en Crocus-tribune.com. Merci. Bonsoir, monsieur Alata. Merci de m'avoir invité. Et monsieur Diensia Oris Armel Bonoulou, politologue. Bonsoir, monsieur Bonoulou. Bonsoir. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. 32, c'est le nombre de tonnes envoyées le 27 novembre par l'ONU pour venir en aide aux réfugiés éthiopiens au Soudan. Le conflit du Tigré, qui dure depuis 3 semaines, a poussé plus de 40 000 Éthiopiens à se déplacer vers le Soudan voisin. Un nombre de déplacés qui pourrait s'élever à 200 000 dans les prochaines semaines, d'où l'urgence de la situation. Nelly Bessa. Première cargaison d'aide d'urgence onusienne acheminée au Soudan. Un avion chargé de 32 tonnes de fournitures humanitaires est arrivé à Khartoum, la capitale soudanaise, pour assister rapidement les milliers de réfugiés éthiopiens cherchant un abri au Soudan. Un autre pont aérien est attendu avec 100 tonnes supplémentaires d'articles de secours. L'Organisation des Nations Unies prévoit d'envoyer 4 ponts aériens au Soudan en appui aux réfugiés éthiopiens. Cette aide va permettre à ces gens-là de pouvoir survivre dans cette période assez difficile pour eux, de pouvoir se soigner, de pouvoir se vêtir et de pouvoir s'alimenter dans un contexte difficile. Mais l'aide mérite d'être mieux déployée. Dans l'est du Soudan, les agences humanitaires continuent d'intensifier leurs efforts de secours en collaboration avec la Commission soudanaise des réfugiés et les autorités locales face à des défis logistiques complexes. Depuis le début des combats dans la région du Tigré, en Éthiopie, le 4 novembre, plus de 43 000 réfugiés sont entrés au Soudan. L'aide est mobilisée pour aider les réfugiés dont près de la moitié sont des enfants. Une situation suscitant l'inquiétude des Nations Unies. Les dirigeants éthiopiens doivent tout mettre en œuvre pour protéger les civils, défendre les droits de l'homme et garantir l'accès humanitaire pour la fourniture d'une assistance indispensable. J'appelle à la libre circulation et en toute sécurité des personnes à la recherche de sécurité et d'assistance, quelle que soit leur identité ethnique, à travers les frontières nationales et internationales. Pour l'heure, les autorités locales et les agences humanitaires se mobilisent pour fournir le plus rapidement possible de l'aide et de l'assistance aux réfugiés éthiopiens présents au Soudan. Décembre 2019, Abiy Ahmed reçoit le prix Nobel pour la paix. Et nous sommes en décembre 2020. Aujourd'hui, il est en proie à une guerre civile dans son pays. Comment en sommes-nous arrivés là, M. Bonoulou? Alors, d'abord, merci de m'avoir passé la parole. Effectivement, en 2019, le président éthiopien a reçu le prix Nobel de la paix, ce qui suscitait, ce qui faisait la fierté des Africains. On était vraiment très contents de voir un président en exercice de ses fonctions qui recevait le prix Nobel de la paix. Mais néanmoins, les États africains sont très complexes. Je ne sais pas si vous me comprenez, avec une certaine diversité ethnique, avec des réalités sociologiques qui sont très complexes. Alors, je me souviens que son arrivée au pouvoir était dû à un vote qui a été purement ethnique. Voilà, c'est ce qui a engendré de la frustration
à l'ethnie présente dans le Tigré, la région située au nord du pays. Et comme dans tout État africain, cela débouche utilement vers une rébellion armée. Et effectivement, depuis cette année, le pays est en proie d'une guerre civile. Mais c'est un conflit comme tout autre conflit. Mais la question qui se pose, c'est l'aspect humanitaire et le comportement adopté par le président de l'Éthiopie. Oui. Parce que, comme vous le savez, lorsqu'éclate un conflit comme celui de l'Éthiopie, il est Premier ministre, je crois. Oui, le Premier ministre, effectivement, le Premier ministre éthiopien, je m'excuse. Lorsqu'il éclate un conflit comme celui du Soudan et comme celui de l'Éthiopie, dans lequel on constate un grand désastre humanitaire, mais les lois internationales permettent aux ONG et même aux États de s'ingérer au nom de l'action humanitaire. On appelle ça le droit d'ingérence humanitaire. Donc nous sommes aujourd'hui étonnés de voir qu'un président qui a reçu le prix Nobel de la paix et qui refuse catégoriquement toute assistance qui est une action qui est purement humaine, alors que la population qui est coincée dans la région n'arrive pas à recevoir non de l'aide minimale. Et je tiens à vous rappeler d'ailleurs que il y a deux aspects du conflit, parce qu'il y a des réfugiés qui ont réussi à sortir du pays, et ceux-ci ont la chance d'être assistés. Mais par contre, ceux qui sont à l'intérieur des frontières de l'Éthiopie sont en train de souffrir. Monsieur Alata, pourquoi est-ce que vous pensez que Abiy Ahmed ne souhaite aucune ingérence, il ne veut pas d'assistance extérieure concernant le conflit? Vous savez, hein, comme tout aspect de gouvernance autoritaire, en général, on ne veut pas permettre quand même à une entité étrangère ou extérieure de venir fouiner dans nos affaires pour pouvoir voir que, en fait, ce qu'on dit, ce n'est pas ça. Ça veut dire que quelque part, il reproduit un peu ce que le TPLF a fait pendant 30 ans? C'est ça. Moi, là où je suis un peu gêné, c'est que je voudrais revenir sur même l'octroi qu'on lui a fait pour le prix Nobel. Oui. C'est que je ne sais pas ceux qui ont opté pour lui donner ce prix-là, est-ce qu'ils ont pensé en amont de la cocotte minute qui est cette région? Ils se sont focalisés, ils se sont focalisés sur la partie extérieure pour dire, bon, il a fait ça, tel geste, on lui décerne ça. Mais en vérité, cette région est une poudrière, parce que quand vous prenez l'Érythrée à côté, la fédération Tigré et le gouvernement central, c'est un maillage qui n'a jamais pris. Et tout le monde, tous les observateurs vous diront que d'un moment à un autre, ça risquerait d'aller en conflit. Quand on voit bien ça, on ne peut pas s'empresser tout de suite à décerner un prix de Nobel. Mais est-ce que c'est la faute de M. Abiy Ahmed parce qu'il est venu trouver cette poudrière quelque part? Ah non, mais il n'est pas venu aussi pour vouloir l'éteindre. D'accord. Il est venu avec des idées quand même assez disparates et il n'a pas aidé à régler ce problème-là parce qu'il arrive avec des entités un peu vengeresses. Il s'est dit, tiens, bon, vous avez été pendant tel nombre d'années, à nous maintenant de pouvoir fonctionner de cette façon-là. Mais je ne pense pas qu'il est venu avec des bonnes intentions pour vouloir harmoniser la vie politique, ethnique, communautaire dans cette région. Du moins ce qui transparaissait avant qu'il n'ait ce prix Nobel de la paix. Il est venu, il s'est présenté un peu comme celui qui voulait unifier le pays. Et là, on a l'impression qu'il y a deux idéologies un peu qui s'affrontent, le côté un peu communautariste de M. Abiy Ahmed et puis l'idéologie fédéraliste, justement, des régions comme dans le Tigré. Et est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une sortie de crise là, en ce moment-là? Est-ce qu'il y a moyen de trouver un consensus là? On peut toujours en politique trouver de consensus. Ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est qu'à la base, déjà, c'est quelque chose qui est mal parti, puisque la fédération en Éthiopie est beaucoup plus communautaire qu'autre chose. C'est basé sur des ethnies. Voilà, absolument, des ethnies, etc. Et ça n'aide pas. Monsieur Bonono, vous disiez. Alors, donc, ce que j'aimerais ajouter, c'est que, au fait, là où il y a des hommes, là où il y a la société humaine, il y a toujours des conflits. Et lorsqu'un conflit éclate, il y a toujours un processus de sortie de crise qui est mis en place par des organisations internationales. Ça, c'est tout à fait normal et on le constate tout le temps en Afrique. Mais le cas de l'Éthiopie, il est quand même un peu complexe parce que sur le plan humanitaire, c'est ce qui choque beaucoup les observateurs internationaux. Parce que quoi?
le Premier ministre éthiopien Ahmed refuse carrément toute ingérence dans les affaires intérieures de son État. Et cela s'explique par, à mon avis, une question historique. Parce que comme vous le savez, l'Éthiopie est le seul pays africain qui n'a pas été colonisé. Ouais. C'est le pays qui abrite le siège de l'Union africaine. Ouais. Une façon de symboliser la souveraineté des États africains. Donc, en fonction de ce passé historique aussi fort, le président éthiopien est obligé de conduire le pays dans la ligne dans laquelle il a toujours été. Refus catégorique de voir toute personne s'ingérer dans les affaires intérieures, même si cela crée une catastrophe humanitaire effroyable, mais il reste toujours dans sa logique. Malheureusement. Mais nous sommes quand même à des années-lumière carrément de cette posture de symbole. Moi, je pense simplement que le simple fait de refuser à ce que d'autres entités, quand même, on est en 2020, de venir constater ce qui se passe, s'explique par une forme de dictature plutôt que par ce symbole-là. Parce que ce symbole-là peut s'expliquer. On connaît l'Éthiopie, son passé, son histoire, ok. Mais aujourd'hui, il y a un problème qui se pose. On ne peut pas se cacher derrière cet aspect de symbole pour dire, tiens, j'ai un conflit et tous les peuples du monde ou toutes les autorités de par le monde n'ont pas un droit de regard. Moi, je pense que c'est abstrait et ça ne peut pas s'expliquer comme ça. Monsieur Bonoulou, vous parliez d'ingérence interne. Là, on assiste à ça. La situation a évolué. On parle maintenant de stabilité de la région. Ça ne concerne plus seulement l'Éthiopie. Il y a une base qui est la capitale érythréenne, Amara, a été touchée. Tout à fait. Et là, on a des réfugiés qui sont au Soudan. Un Soudan d'ailleurs qui, entre guillemets, est en train aussi de chercher une certaine stabilité qui n'y est pas encore. À ce moment-là, pourquoi est-ce que M. Abiy Ahmed reste fermé au dialogue alors qu'il sait justement que ce conflit peut menacer toute la stabilité de cette région-là? Oui, effectivement, vous savez, l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique est une zone qui est particulièrement instable. Elle est instable et elle est propice aux groupes djihadistes, tout ça. Comme je le constate, le président Ahmed, il a des arguments juridiques qui lui permettent de rester sur sa position. Parce que quoi, le droit d'assistance humanitaire qui est évoqué tant, c'est l'argument évoqué par la communauté internationale pour fustiger son régime. Mais alors que ce droit d'assistance humanitaire, il n'est pas contenu en tant que tel dans la Charte des Nations Unies. Il n'est pas contenu. La Charte des Nations Unies réaffirme le droit et le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Donc il a déjà cet argument-là. Oui. Et selon le droit international, il y a le domaine réservé. Le domaine réservé est la compétence de l'État qui échappe au contrôle du droit international. Le fait de garantir la sécurité de son pays, de maintenir la stabilité de son pays, fait partie du domaine réservé de l'État. Donc juridiquement, le président Ahmed est dans son plein droit de refuser catégoriquement toute ingérence non extérieure. Et un dernier point aussi que j'aimerais ajouter, c'est que le droit d'assistance humanitaire, il a été rejeté par la plupart des pays en voie de développement, appelé le groupe des 77, qui ont formé un bloc à l'ONU pour faire peser la voix des pays en voie de développement. Et tous ces pays ont rejeté catégoriquement le droit d'ingérence humanitaire, qu'ils constatent comme un argument, un prétexte pour les pays développés de s'ingérer directement et de violer les souverainetés. Dans ce cas, qu'est-ce que l'Union africaine fait, M. Alata? Monsieur, l'Union africaine ne peut que constater les faits. Parce que moi, je trouve quand même qu'il y a un constat de fait. Il y a quand même une catastrophe humanitaire qui est en train de se produire, où des vies entières sont dans la précarité la plus totale. Femmes, enfants, vieillards, etc. Est-ce que le simple fait d'avoir des décisions qui disent que je ne veux pas et je n'accepte pas qu'une entité autre vienne fouiner, communauté internationale entre autres, vienne fouiner dans mes affaires, où il faut aller au plus concret
en trouvant une solution, puisque vous avez évoqué tout à l'heure que c'est un brasier dans cette région. Monsieur l'avait évoqué, c'est une poudrière cette zone, avec d'abord des problèmes djihadistes qui sont pas loin à côté, l'Érythrée avec lesquels des inimitiés ont été, voilà, et encore ce problème de Tigré. Moi je pense que autant que ce soit, il faut vite trouver une solution au risque d'aller vers des problèmes, parce qu'il ne peut jamais avoir une stabilité, quoi qu'il puisse conquérir aujourd'hui les zones Tigré, quoi qu'il puisse aujourd'hui investir les régions du Tigré. Tout le monde le sait par expérience que quand il y a des réfugiés quelque part, il y a des conséquences. Vous savez, il y a 4000, comme je voyais, 4000 passages par jour, 27 000, bah oui. Et c'est ce qui fait qu'il y a un grand nombre, et parmi ces gens-là, dans les camps de réfugiés, d'un système qui a été repoussé par les armes, etc., il y a toujours un front qui se prépare et une insurrection qui se prépare, et après c'est une lutte armée qui se prépare. On ne peut pas parler de stabilité dans ce genre de circonstances. Monsieur Alors, comme je disais, l'Union africaine, d'après ce qu'on sait, c'est que les émissaires de l'Union africaine n'ont pas obtenu gain de cause. Il y a eu une équipe menée par Mme Ellen Johnson Sirleaf, qui est allée rencontrer le Premier ministre éthiopien, mais malheureusement, cette rencontre n'a pas abouti aux résultats escomptés. Donc il n'y a pas moyen de lui forcer la main. Il est carrément déterminé, parce que l'argument qu'il avance, c'est la souveraineté de son pays, c'est le domaine réservé qui échappe au droit international. Mais l'Union africaine aussi, dans son acte constitutif, reconnaît comme l'ONU le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Mais dans ce même acte constitutif de l'Union africaine, l'organisation africaine a aussi le droit d'intervenir, et je vais le lire textuellement, c'est l'article 4H de l'acte constitutif de l'Union africaine, qui stipule que l'UA a le droit d'intervenir dans un État membre dans les circonstances graves en matière de crimes contre l'humanité. Voilà, en matière de crimes de guerre. Et la situation qui se pose actuellement en Éthiopie est digne d'une catastrophe humanitaire. Donc le mécanisme juridique de l'Union africaine permet même à cette organisation d'intervenir. Et c'est là l'erreur qu'est en train de commettre le Premier ministre éthiopien. Je pense qu'il va assez fort, il y a un certain extrémisme dans ses actions, mais il faut qu'il sache que les droits de l'homme, aujourd'hui, c'est une question fondamentale, absolument, et internationale. Sur ce, on va marquer une courte pause, on revient dans quelques instants pour poursuivre la discussion sur le sujet. De retour dans l'Africa Newsroom pour cette deuxième partie, nous sommes en compagnie de nos invités, Mahamat Asilek Alata, directeur de publication du site internet Le Tchad Anthropus-tribune.com, et Diensa Oris Armel Bonoulou, politologue. Alors, nous parlions, si vous venez de nous rejoindre, nous parlions de l'Éthiopie et de la situation dans le Tigré qui ne cesse de s'envenimer, avec plus de 43 000 réfugiés éthiopiens qui se sont déplacés vers le Soudan voisin. Avant de partir, M. Bonoulou, vous parliez de la question humanitaire et du fait que vous trouviez que M. Ahmad ne la prenait pas assez au sérieux. Oui, tout à fait, parce que je rappelais que la question humanitaire, elle est d'abord quelque chose de fondamental. Les droits de l'homme aujourd'hui constituent une valeur universelle. Et quiconque dans son territoire tente non de les bafouer peut avoir affaire à la communauté internationale. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement en Éthiopie, puisque qu'est-ce qui se passe? Nous voyons, des populations sont des civils d'abord. Ce ne sont pas des militaires. Des civils qui sont dans un conflit armé, qui sont dans une situation humanitaire désastreuse. Il y a des minorités, il y a des femmes, il y a des enfants, mais tout cela ressemble à un crime de guerre. La notion de crime contre l'humanité est en train de se dessiner. Et si les choses continuent de cette manière, la justice internationale peut venir s'ingérer.
Donc, c'est dans cette situation actuellement que nous nous trouvons. Le président, à mon avis, devrait aller au dialogue parce qu'aujourd'hui, les médias n'arrivent pas à nous dévoiler ce qui se passe réellement dans le pays. Toute communication a été coupée dans le Tigré, on ne sait pas nul ce qui se passe réellement. Nul ne sait aujourd'hui si l'armée éthiopienne est en train de prendre est en train de vaincre l'ennemi. Oui. Bon, il y a une guerre de communiquer. Voilà, on ne sait donc pas. On ne sait pas. Jusqu'à présent, on ne sait pas. Parce que le dernier communiqué, c'était que l'armée éthiopienne officielle, l'armée éthiopienne venait de reconquérir la capitale Makele. Ouais. Et derrière, ce qui a été démenti après par un communiqué. Voilà. Donc, si le conflit aujourd'hui n'a pas de solution militaire, il faudrait aller au dialogue, passer d'abord par l'organisation régionale par l'Union africaine pour trouver une issue du dialogue, puisque les droits de l'homme sont en train d'être bafoués et à mon avis, la communauté internationale, avec le temps, aura des arguments juridiques et politiques pour intervenir. Mais est-ce que la communauté internationale a le temps justement d'attendre, M. Alata? Non, déjà, moi je trouve que la communauté internationale est à la traîne parce que les divers observateurs voient déjà le problème et ils essaient d'évaluer les conséquences. Les conséquences, c'est ce qu'on voit. On a affaire à un régime autoritaire qui ne permet rien du tout. Circuler, il n'y a rien à voir. Ni les journalistes, comme vous avez dit, qui peuvent être là, une source indépendante qui peut confirmer ou infirmer les divers communiqués. Ouais. Ensuite, il y a ce facteur de on traîne les pas, on essaie de voir, on veut envoyer des émissaires. On est tellement lent qu'à côté, je parlais tout à l'heure de flux de 4000 personnes par jour qui traversent et le nombre grandissant. Parmi ces réfugiés, monsieur avait dit qu'il y a des femmes, il y a des enfants, etc. Mais l'expérience avec les autres conflits au Rwanda, en RDC, Congo, a démontré que parmi les réfugiés peuvent se trouver toujours une base combattante en repli, qui plus tard organise une espèce d'insurrection qui va pour déstabiliser, basant sur l'idéologie initiale. Donc moi je pense que plus la communauté internationale essaye d'attendre, de voir comment ça se passe, plus le temps est en train de passer et plus il y a des vies quand même humaines qui sont en train de se retrouver dans des précarités, voilà, en plus les plus abjects. Je vois 32 000 tonnes, pardon, 32 000 tonnes. C'est quoi 32 000 tonnes par rapport à un flux aussi important? Il faudrait que quand même la communauté internationale prenne ses responsabilités. Monsieur Bonoulou. Et surtout, n'oublions pas que dans cette région, il y a aussi je pense, des réfugiés érythréens qui sont coincés aussi dans la région, y compris les déplacés aussi qui sont éthiopiens. Donc cela risque de créer aussi une internationalisation du conflit dans la mesure où tous les pays qui sont autour sont impliqués, sont assez fragiles. Quand vous voyez d'abord au Soudan, le Soudan accueille déjà 1 million de réfugiés. En plus des nouveaux réfugiés éthiopiens, cela constitue une charge. Il y a en Éthiopie des réfugiés érythréens. Donc la région est, à mon avis, assez stable et cette situation est propice à un conflit militaire, une internationalisation du conflit et pourquoi pas à une recrudescence du djihadisme qui est très, très influent actuellement au Somalie. Alors, le pays a traversé de fortes tensions communautaires et séparatistes. Là, on parle d'un peuple, c'est le peuple tigréen qui est vraiment concerné. C'est eux les 43 000 réfugiés, c'est surtout des Tigréens. C'est un peuple qui déjà se sentait marginalisé parce qu'il ne constitue que 7% de la population éthiopienne. Est-ce que ce qui se passe actuellement ne va pas envenimer la situation justement et ancrer vraiment cette division, cette envie de se séparer en fait de l'État éthiopien? Est-ce que ça ne va pas, entre guillemets, provoquer l'éclatement de l'Éthiopie? La tension est à son comble déjà. On avait énuméré tout à l'heure le problème d'une fédération basée sur des communautés. Déjà, en cela, c'est un problème. Et ensuite, le refus de vouloir composer dans une unité où pratiquement toutes les entités se rejettent. Vous voyez, moi je pense que tant qu'on ne puisse pas régler le problème dans son épicentre,
ça sera une poudrière comme il l'avait, comme monsieur l'avait dit. Comment pensez-vous que ce problème puisse être réglé? Parce que c'est une véritable mosaïque. Non, il faut absolument, c'est-à-dire qu'au niveau international, qu'on prenne les décisions qui s'imposent. Il y a une question d'urgence au-delà du facteur des réfugiés. Cette histoire de dire, ok, il y a une question de souveraineté, etc., je n'accepte pas que les gens... Non, le droit international implique et explique exactement que quand il y a ce genre de conflit dépassant un certain seuil, on est obligé d'intervenir, ne serait-ce que pour prévenir l'avenir, parce que l'avenir dans cette zone-là, elle est hypothéquée, et à plusieurs générations. Monsieur Bonino. Ouais, mais il faut reconnaître aussi que les conflits à caractère ethnique caractérisent beaucoup cette région de l'Afrique, cette région de la Corne de l'Afrique. Et pour trouver des solutions, l'histoire des règlements des conflits nous a enseigné que cette région, la plupart des conflits se sont soldés par les balkanisations. C'est-à-dire on a séparé les États. C'est arrivé au Soudan, on a balkanisé le Soudan et la paix est revenue. Il y avait la guerre d'Éthiopie et l'Érythrée, on a fait de même. Peut-être que si ça continue, ça serait une solution peut-être qui marche parfaitement dans la région. Peut-être qu'on va diviser le pays et donner l'indépendance au Tigré. Bon, moi, je ne dis pas que je suis partisan, mais... le problème, c'est ça. C'est en constatant les... Il faut pas que ça fasse jurisprudence quand même. Les réalités. Parce que si on donne aujourd'hui l'indépendance au Tigré, on donne à une dizaine d'années. Qu'est-ce qui dit que les autres ne vont pas se réveiller? Il y en a déjà qui réclament. Absolument, il y a quand même un danger pour ne serait-ce qu'un pouvoir central qui n'arrivera plus à avoir la main quand même sur toutes les régions. Parce que l'idée, quelque part, je pense, de Abiy Ahmed, c'est centraliser le pouvoir à Addis Abeba. Comment il fait dans cette situation-là? Effectivement, comme je l'avais dit tout à l'heure, le problème, peut-être que le problème ethnique n'est pas le véritable problème des États africains. Peut-être qu'il est dû au type d'organisation, peut-être qu'il est dû à la manière le type de gestion, peut-être qu'il est dû aussi au charisme du leader qui est à la tête du pays. Quand même. Le problème ethnique parce que, est très dangereux. Écoutez, je vais vous prendre un exemple, et je l'ai vu un jour dans une vidéo, et peut-être je vais la reproduire ici. La Somalie. La Somalie, par exemple, est un pays où il y a une seule religion. Mais aujourd'hui, c'est l'État le plus défaillant de ce monde. Donc ça prouve aussi que ce n'est pas un problème forcément. Non, c'est-à-dire que le problème où il y a une seule ethnie... Il faut d'abord engager des négociations pour estiper, analyser le problème et estiper les causes les plus profondes. Si les causes sont vraiment liées à un problème ethnique qui existe bien avant la colonisation italienne ou je ne sais, on pourra peut-être en trouver la solution adaptée. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas aller comme ça à la hâte et dire que c'est un problème forcément ethnique. Qu'est-ce qui engendre la frustration? C'est peut-être le mode d'organisation, peut-être la manière de gérer. Moi, je dirais que c'est un problème d'abord basé sur des aspects ethniques. Et après, le politique prend le dessus. Parce que quand on dit que les problèmes ethniques ne sont pas graves, attention. Vous avez pris le cas de l'Éthiopie, de la Somalie. La Somalie, tout le monde le sait, il y a beaucoup d'autres affluences qui sont venues s'intégrer à une vie politique où il y avait une dictature et c'est parti en vrille. Donc c'est une question de partage du pouvoir et des intérêts. Ça, c'est le cas de la Somalie. Pardon, mais je reviens à l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est beaucoup plus complexe parce que c'est mal parti, parce que, comme toujours en Afrique, on voit le pouvoir à travers la communauté, à travers l'ethnie. Et c'est ça qui a exacerbé aujourd'hui tout ce problème-là. Le problème érythréen est parti de quoi? Des communautés. Le problème tigréen aujourd'hui part de quoi? Des communautés. Et demain, je ne sais pas, un autre problème XY peut partir des communautés. Il faut régler le problème de partage du pouvoir. Avec ce conflit, justement, il y a de vieux différends territoriaux qui opposent les Amara, deuxième ethnie en Éthiopie, et les Tigréens qui se sont remis en place, qui ont revu le jour, entre guillemets. Et on ne peut pas nier à ce moment-là la dimension ethnique. Absolument. Il y a la dimension ethnique parce que j'étais en train de l'expliquer. Et puis, il y a, comme partout où les problèmes émergent basés sur les ethnies, les problèmes de répartition des richesses dans un pays. Tout à fait. Pourquoi souvent quand une ethnie ou une tribu se retrouve marginalisée, elle est marginalisée non plus parce
qu'il y a une typologie ou la couleur, etc. Parce que simplement, ils s'en trouvent lésés par rapport à un tel ou un tel. Oui. Et souvent, je pense qu'il faut partir d'une base qui puisse régler ces problèmes-là à la base, que tout le monde retrouve l'équité et la balance de la justice. À ce moment-là, on peut parler de politique. Mais tant que ce problème n'est pas réglé, c'est toujours difficile. Monsieur Bonolo, le Premier ministre éthiopien, monsieur Ahmed, je pense que son arrivée au pouvoir s'est opérée à la suite d'un vote purement ethnique. Il n'y avait aucun projet de société, il n'y avait aucune vision, il n'y avait rien à proposer au peuple éthiopien. C'est juste les Amaras et d'autres ethnies qui se sont fédérés. Les Oromos, c'est ça? Oui, et les Oromos se sont fédérés dans le but de donner le pouvoir à un des leurs, pour que le pouvoir reste entre leurs mains. Voilà, seulement entre les mains, entre les communautés. Et c'est une logique, et c'est cette logique souvent qui est à la base dans des guerres civiles et tout ça, constatées à travers dans toute l'Afrique. Puisque maintenant, les candidatures en Afrique ne sont pas basées sur des projets de société, sur des programmes de gouvernement. On ne promet rien au peuple, mais c'est... Non, pire. On promet au peuple, mais on ne le fait pas. C'est seulement fait qu'au nom du vote ethnique. Du vote ethnique et comment durer au pouvoir pendant très longtemps. Comment est-ce que le pouvoir restera dans notre communauté pendant très longtemps. Et ces pratiques sont source de conflit. Pourtant, Abiy Ahmed, il arrive au pouvoir avec, en mettant l'accent sur l'unité nationale et une identité pan-éthiopienne, en gros, qui, en ce moment, on va dire, ne plaît pas nécessairement aux Tigréens. Est-ce qu'au regard de ce qui se passe, ce n'est pas un faux semblant? Parce que je vous expliquais tout à l'heure, quand on vient au pouvoir, monsieur disait, il faut un projet de société, et etc. Et on se prépare en conséquence pour dire, tiens, je veux venir parce qu'il y a tel mot que je veux régler. Est-ce que Abiy Ahmed s'est préparé en conséquence pour dire, tiens, je voudrais quand même arriver au pouvoir parce que pour mon pays, je voudrais l'unité, d'accord, mais c'est une unité de façade au regard de ce qui se passe. Mais est-ce qu'il s'est préparé franchement pour régler les problèmes de son pays? Et là où la question se pose. Le conflit en ce moment, est-ce que vous pensez que les forces du Tigré, du TPLF, sont prêtes à, comment dire, à le tirer au maximum? Ils sont prêts à se battre jusqu'au bout. Parce que quelque part, ils ont passé quand même 30 ans au pouvoir en Éthiopie. Les ministères comme la défense, entre guillemets, étaient vraiment, c'est des portefeuilles qu'ils ont occupés de manière assez, comment dire, extensive. Ils maîtrisent le combat. C'est une force de pratiquement 250 000 hommes. Avec ce problème, la plupart des généraux de l'armée éthiopienne fédérale sont issus du Tigré. Il y en a beaucoup qui sont partis, qui sont repartis dans leur région en ce moment. Est-ce que vous pensez que voilà, le Tigré est prêt à mener cette guerre jusqu'au bout? Moi, j'y pense. J'y pense parce que j'y pense par expérience. Vous savez, quand la chose, encore je reviens à cette entité de communauté, etc. Et vous l'avez si bien dit, si un général ou des généraux quittent une armée régulière et disent « je laisse tomber l'armée régulière, je vais vers ma communauté », c'est que le problème est plus profond. Et par expérience, je pense que c'est un combat qui va durer longtemps, tant que la communauté internationale encore ne puisse pas s'immiscer pour trouver franchement une solution. On va se retrouver aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à deux entités qui sont complètement écartélées et qui se disent on va à l'affrontement et celui qui est le plus fort gagne. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est appelé à finir demain ou après-demain. Mais malheureusement, c'est des pauvres populations qui en paient les conséquences. Hélas. Et on constate même une certaine radicalisation du conflit. Absolument. Le conflit, on le trouve quand même particulièrement assez radical. Le pouvoir qui est en place ne veut pas négocier. Oui, qui ne veut pas négocier, qui tient coûte que coûte à éradiquer la rébellion de façon militairement la rébellion. Bon, pas la rébellion, mais c'est juste une insurrection. Une insurrection. Voilà, c'est une insurrection. Et de l'autre côté aussi, le camp adverse qui refuse d'aller à la négociation. Le pouvoir aussi refuse toute action, toute tentative de médiation venant de ses voisins immédiats et venant de l'Union africaine. Le pouvoir ensuite refuse toute intervention de la communauté internationale pour motif humanitaire, laissant sa propre population croupie dans des conditions désastreuses. Je pense qu'il y a un certain radicalisme qui nous annonce un conflit assez long et assez déterminé.
Sur ce, on va marquer une pause à nouveau et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. De retour dans l'Africa Newsroom pour cette troisième et dernière partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Mahamat Assilek Alata et Diensa Oris Armel Bonoulou. Ouvrons à présent le grand angle. Au Bénin, l'opposition risque de se retrouver aux abonnés absents du scrutin présidentiel d'avril 2021. En cause, un système de parrainage et un équilibre des forces qui exclut toute candidature à moins que celle-ci ne soit adoubée par la majorité au pouvoir. Face à cette situation inédite dans le pays, des citoyens béninois ont formulé des recours devant la Cour constitutionnelle réclamant l'invalidation de l'article 44 de la Constitution et l'article 132 du Code électoral imposant cette disposition. Reportage de notre correspondant Lev Tiono. Des requérants béninois ont formulé des recours adressés à la Cour constitutionnelle présidée par Maître Joseph Djogbenou contre le parrainage des présidentiables institué par les 83 députés de la 8e législature du Bénin, tous de la mouvance présidentielle. Autrefois, à environ 5 mois de la présidentielle, ce sont les candidats et leurs projets de société qui cristallisent l'attention. Particulièrement en prélude à la présidentielle du 11 avril 2021, la loi du parrainage des présidentiables introduite dans la Constitution et élucidée dans le Code électoral suscite la polémique. Pour une présidentielle libre, inclusive et transparente, des citoyens ont saisi la Cour constitutionnelle afin qu'elle se prononce. J'ai saisi la Cour constitutionnelle sur 4 moyens. Pour moi, il y a violation donc du droit de participer librement à la direction des affaires de son pays. Le deuxième point que j'ai évoqué dans mon recours, c'est le droit à la liberté d'association. Selon l'article 132 du Code électoral, tout présidentiable doit recueillir la signature d'au moins 10% des élus députés et ou maires. Au total, 158 députés et maires parraineront des candidats du haut présidentiel. Dans ce contexte, les deux partis du chef de l'État disposent de 153 élus, une situation qui, selon des experts, met à rude épreuve l'ouverture du jeu électoral, malgré l'assurance de la mouvance sur la liberté de ces élus à parrainer les candidats de leur choix. Tout en me disant qu'il y a très peu de chances que cela puisse aller à l'avantage des requérants, je voudrais souhaiter que le gouvernement puisse se ressaisir et comprendre qu'en réalité, il n'est pas bien de maintenir ce système de parrainage qui ne fera que renforcer l'exclusion de la classe politique et mieux encore créer davantage le fossé en termes de cohésion nationale. Au total, 5 recours sont devant une chambre de mise en état à la Cour constitutionnelle du Bénin. A noter que dans une décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il a été ordonné à l'État béninois l'annulation de la révision de la Constitution avant toute élection. À son arrivée au pouvoir en 2016, le président Talon avait promis et juré qu'il n'exercerait qu'un seul mandat. Pourquoi ce revirement, monsieur Bonoulou? Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, en 2016, le président Patrice Talon est arrivé au pouvoir après le président Jair Boni. Il a mis en œuvre des politiques qui partaient en faveur de la démocratie. C'était pour la première fois qu'on entendait même qu'un président décide d'instituer un mandat unique dans un État africain. Mais on sommes en 2020. Oui, nous sommes en 2020, on n'a rien compris. La dérive autoritaire qui est constatée chez les chefs d'État est souvent inexplicable. Voilà, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, bon, ils ne tiennent pas compte des réalités politiques du pays. Mais c'est au fil du temps, lorsqu'ils exercent les mandats, que d'autres contraintes qui sont peut-être inexplicables, les poussent souvent à la dérive autoritaire. Et ce phénomène-là est constaté pratiquement dans toute l'Afrique de l'Ouest francophone, que ce soit au Bénin, et que ce soit au Togo, que ce soit aujourd'hui en Guinée, en Côte d'Ivoire et maintenant le Bénin. C'est un phénomène qui se passe à l'échelle régionale et c'est vraiment quelque chose de dommage. L'appétit vient en mangeant, comme on dit. Mais moi, je trouve que quand même, c'est pratiquement une espèce de pandémie
peut-être pire que la pandémie qu'on vit maintenant, dans cet espace francophone où les candidats, ex-candidats devenus présidents ne tiennent jamais leur parole. Ça, on ne le retrouve que dans l'espace francophone où assez souvent ce phénomène-là revient. M. Talon, quand il était arrivé au pouvoir, était source d'exemples et d'index, d'ailleurs même par rapport à beaucoup. Tiens, enfin on arrive à trouver, et par le langage, et l'ensemble qu'il a plébiscité est un ensemble s'inscrivant sur le maillage droit de l'homme, la bonne gouvernance, etc. Aujourd'hui, on découvre une espèce de dérive autoritaire complètement. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le Bénin de Patrice Talon, on va vers cette espèce de réforme électorale à une caution pour être président de la République, une caution de 500 000 $, 250 millions de francs CFA, dans cette Afrique qu'on connaît. Quels sont les candidats aujourd'hui qui ont ce portefeuille-là? Au-delà même du portefeuille, il faut avoir des parrainages. Un verrouillage. Comment obtenir des parrainages quand c'est un verrouillage carrément du système électoral. Entre guillemets, à double le président. Il est en train de s'enfermer à double tour pour plébisciter peut-être sa seule candidature. Oui, donc ce qui est étonnant, c'est de voir de telles pratiques dans un pays comme le Bénin. Vous savez, le Bénin, c'était quand même en Afrique francophone un pays cité comme exemple en matière de démocratie. Le quartier latin. Depuis le retour de Mathieu Kérékou au pouvoir, le pays était considéré comme un exemple en matière de démocratie, en matière d'état de droit, en matière de développement. Oui, en matière de développement. De gouvernance, de développement. Mais c'est étonnant quand même de voir un pays comme le Bénin instaurer un système de parrainage pour une élection présidentielle. Vous savez, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est le gouvernement du peuple. C'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Et pour qu'on ait un scrutin démocratique, il faut une élection compétitive, ouverte, inclusive et loyale. Seul le peuple choisit son dirigeant. Oui, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit blanc ou noir, seul le peuple a la légitimité de choisir son dirigeant. Voilà, maintenant, on constate que cela n'est plus le cas dans les démocraties africaines. Ce ne sont plus des démocraties, mais elles deviennent plutôt des plutocraties. La plutocratie, c'est le gouvernement des plus riches. Absolument. Lorsque ce sont les plus riches qui dominent le pays. Soit c'est une élite plus riche parce qu'ils ont hérité assez souvent. Soit c'est une élite. Plus riche parce qu'ils ont détourné d'abord. Qu'est-ce que ceci signifie aujourd'hui, cette clause-là, pour la classe politique béninoise? Effectivement, oui, et j'en viens. Cette loi électorale, entre guillemets, cette clause de caution, il est en train de verrouiller tout. Parce que rien qu'à regarder les chiffres, pour être président, il faut une caution de 500 000 $. 500 000 $, quels que soient les parrainages. Vous pouvez faire les levées de fonds que vous voulez, peut-être avoir des industriels derrière vous pour avoir cette caution de 250 millions de francs CFA. D'accord? Et n'en comptons pas le reste. Pour moi, ça c'est exclure pratiquement tous les autres candidats. N'en parlons pas des candidats venant des bases populaires. Ça c'est à rejeter complètement. On s'achemine carrément vers une régression de la démocratie dans un pays tant aimé comme le Bénin. Monsieur Bonoulou, vous vouliez? Alors donc je disais que, je vais venir au système de parrainage. Ce système de parrainage a été instauré, à mon avis, dans le but de permettre à une simple élite de diriger le pays. Le Bénin. Et exclure les autres. Vous savez, le parrainage, c'est une caution morale. Qui est adopté, qui est donné par le peuple pour permettre à quelqu'un d'accéder à la candidature. Donc, normalement, le parrainage, il doit être quelque chose de simple et gratuit. Et d'accessible. Voilà, et d'accessible. Certains pays qui ont instauré le parrainage ont été plus rationnels et ont permis à ce qu'il soit un parrainage citoyen. Ce sont les citoyens qui accordent le parrainage, ce qui est un acte qui est un peu plus facile. Mais lorsque le Bénin adopte, oriente le parrainage uniquement aux élus et demander aux candidats de permettre de donner une signature de 10% des députés et des maires, c'est totalement exclure une bonne partie de la classe politique, la classe politique béninoise. Dans ce cadre, qu'est-ce que la CEDEAO fait? Parce que
pour les élections municipales qui sont quand même passées, malgré des politiciens comme justement Sébastien Ajavon qui a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui justement lui a donné raison par rapport à la violation des droits politiques. Pourquoi est-ce que la CEDEAO derrière n'appuie pas cette décision-là Qu'est-ce que la CEDEAO peut faire? Je vous renvoie la question. Et où la CEDEAO a pu régler des problèmes internes au pays que nous connaissons. Parlant même, on va l'élargir, par exemple, la crise en Côte d'Ivoire, au Mali, etc., qui est des communiqués. Or, dans ce problème-là, ce n'est pas les communiqués qui vont régler le problème. Voilà. Donc, vous savez, de toute façon, le Bénin s'est retiré du protocole de la Cour. Voilà. Donc, en soi, ils ne sont plus vraiment concernés par le jugement de la CDHP. Donc, vous savez, lors des élections, les élections municipales, les dernières élections municipales, c'est à mon avis là que le bétonnage du régime avait même commencé, puisque il avait déjà fait avec les il avait commencé avec les élections législatives, où déjà pour une élection législative, on augmentait déjà la caution à verser à chaque parti politique. Oui. Et c'était une somme, je pense, colossale, je ne me souviens plus trop, mais pour des hommes politiques moyens, c'était quelque chose d'inaccessible. Il avait même établi un seuil électoral à 10% pour espérer avoir accès à une représentativité au sein du Parlement béninois. Donc déjà, au niveau du Parlement, au niveau de l'hémicycle, il commençait déjà à choisir ses grands électeurs. Il commençait déjà à créer son propre... Lui sont déjà tous acquis, il commençait déjà à créer son propre réseau d'allégeance. Et je pense qu'une élection qui est préparée depuis très longtemps de cette manière-là, je pense que on va tout droit vers... Alors, selon le député membre de la mouvance présidentielle, André Okunlola, Patrice Talon a affirmé qu'il ne prendrait pas part à la présidentielle de 2021 s'il était l'unique candidat. Est-ce que vous y croyez, monsieur? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas, d'autant plus que c'est quelqu'un qu'on découvre versatile. Il nous a promis un seul mandat quand il était arrivé au pouvoir. Il ne l'a pas respecté. On constate encore une régression de la démocratie avec ces réformes-là qui sont autant contestées. Moi, je ne pense pas que Patrick... Mais il peut aller à la présidentielle sans que le deuxième... Peut-être qu'il y aura un autre candidat, il n'est pas forcément obligé d'être de l'opposition. Vous savez, quand on est au pouvoir, on a tous les éléments pour justifier et les mécanismes possibles pour justifier son élan. Il peut facilement trouver un candidat dans sa majorité et aller avec lui. C'est ce que font pratiquement tous les chefs d'État. À travers le continent, vous voyez bien. Quand l'opposition dit non, on n'est pas d'accord avec cette façon d'aller aux élections, on ne va pas se présenter aux élections pour légitimer absolument l'élection en cours. On l'a vu au Tchad avec Déby qui a pris un de ses opposants alliés pour aller avec lui aux élections et justifier sa candidature. On le voit encore ailleurs dans d'autres pays. Moi, je n'y crois pas. Monsieur Bonoula, est-ce que vous pensez que la Cour constitutionnelle peut donner raison, entre guillemets, à la classe politique, à l'opposition, justement, qui se plaint de cette loi électorale et, comment dire, acquiescer à ces recours qui ont été déposés et finalement, justement, retirer cette disposition-là pour permettre des élections... À mon avis, non. Équitables, on va dire. À mon avis, non. Parce que, vous savez, c'est quelqu'un qui a été vraiment très malin. Le fait d'avoir introduit le parrainage au sein de la Constitution, la Constitution qui est située au sommet de la hiérarchie des normes, je ne vois pas le Conseil constitutionnel aller à l'encontre de ce qu'a décidé la Constitution, qui est la loi suprême. Au moins, si le parrainage avait seulement été introduit que dans le code électoral, on pouvait dire au moins que pour une inconformité à la Constitution, on pouvait l'annuler. Mais il a été introduit dans l'article 40 de la Constitution béninoise. Donc, à mon avis, avec ce mécanisme, il sera très difficile pour l'opposition d'obtenir gain de cause. Dans ce cas, comment est-ce que l'opposition peut s'organiser, le cas échéant? Est-ce qu'on va peut-être vers une autre crise électorale comme celle de 2019? La crise électorale, elle est là. Elle commence par mais avec des violences, choses qu'on ne veut pas. Vous savez, l'opposition aura quoi en main?
quelle est son influence ou quelle est son influence sur les cours de choses que d'appeler ses sympathisants à aller dans la rue. Et avec ça, on le sait très bien, ils vont dans la rue, ils seront matés, répression, et on est dans cette espèce de serpent qui se mord la queue. L'opposition, moi je trouve que déjà, dans le cas du Bénin, que l'opposition est prise de court, et puis, elle ne pourra pas trouver d'autres recours à pouvoir inverser le cours de choses, puisque à partir du moment où la chose est inscrite au niveau de la Constitution, je ne vois pas, vous avez parlé de Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne pourra qu'abdiquer en entérinant peut-être ce qui a été fait. Alors, si la CEDEAO ne peut pas mettre de pression au président Talon, si même la Constitution ou un jugement de la CADHP ne peut pas aider, qui pourra, entre guillemets, mettre un peu de pression au niveau du président béninois? Dans le cas d'espèce, oui. Je ne vois pas. Personne. Il y aura les communiqués qu'on connaît, l'Union européenne, les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO, mais quels sont ces chefs d'État qui abdiquent facilement ou qui se disent sages pour pouvoir suivre tel ou tel conseil? Quand ils sont lancés, ils sont lancés. Et moi, même je le vois président ghanéen, on va dire, c'est un exemple aujourd'hui de démocratie, le Ghana. Oui. Même lui, vous pensez qu'il ne peut pas... Non, ça sera la parole de l'homme, ça sera la parole de l'homme à l'homme, mais l'homme Talon, comme on le voit maintenant, qui a tout taillé sur mesure, qui a inscrit les choses dans la Constitution, qui est lancé tel un boulet, je ne pense pas qu'un président autant démocrate qu'il soit puisse l'arrêter. Et surtout, nous ne sommes plus à l'époque du président Kérékou avec Nicéphore Soglo. Nous ne sommes plus à l'époque de ce Bénin démocratique où il y avait des alternances, où il y avait des passations passives du pouvoir. Ce Bénin que nous constatons aujourd'hui ressemble un peu à la plupart des pays d'Afrique francophone. Et on a comme l'impression que le parrainage, c'est un système nouveau qui n'existait pas autrefois. Mais moi, je le constate que le fait que depuis que le système du parrainage a été introduit, bon, je n'ai pas encore vu un président africain qui a institué le parrainage et qui a échoué. on a vu au Sénégal, ça a marché. On a vu en Côte d'Ivoire, ça a l'air de marcher. Bon, je ne prends pas position, mais on a pas l'impression que ça a l'air de marcher. Aujourd'hui, au Mali, c'était la même chose, mais aujourd'hui, le Bénin, on a quoi l'impression que c'est peut-être un cabinet international qui est... Mais vous avez dû oublier... Oui, c'est un cabinet qui est consulté par ce chef d'État, mais vous avez dû oublier... C'est une stratégie payante. Vous avez dû oublier ce qu'avait dit un jour feu président Bongo Père. On n'organise pas les élections. Pour les perdre. Merci. Ce sera le mot de la fin. Merci, monsieur Alata et monsieur Bonmoulou d'avoir participé à cette émission. Et merci à vous de nous avoir Merci à vous aussi de nous avoir invités et de pouvoir discuter des problèmes de l'Afrique. Merci.